Bon, merci beaucoup Véronique. Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour, parce qu'il y en a un certain nombre que j'ai déjà croisé plusieurs fois dans la journée. Je vais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, que Véronique vient de dévoiler un petit peu, je crois qu'il est toujours important quand on prend la parole de dire d'où on parle. Et donc je vais commencer par faire ça. Je suis moi-même locuteur d'une langue autochtone de France, qui est ma langue première, le provençal. J'ai grandi aussi en français, mais c'est une langue seconde pour moi. Et j'ai passé toute ma carrière, depuis ma thèse que ça fera 40 ans que j'ai soutenu l'année prochaine, à étudier les variétés linguistiques minorées dans les espaces francophones, que ce soit les variétés du français, les façons différentes de parler le français, ou les autres langues qui sont dans l'espace francophone et qui ont souvent été mises en difficulté avec elles, les gens qui les parlent, par la diffusion souvent obligatoire, imposée, de la langue française. Et donc, comme j'étudie ces situations depuis de nombreuses années, que j'ai moi-même participé à l'élaboration d'un certain nombre de politiques linguistiques de soutien, de promotion, de revitalisation de ces langues minorées dans l'espace francophone, on s'est dit, je me suis pensé, comme on dit chez moi, que ça pouvait être une chose intéressante de partager avec vous, de discuter avec vous, de confronter avec vous une modalité originale que j'ai peu rencontrée dans le monde francophone et encore moins ailleurs d'ailleurs, de promotion et de soutien pour œuvrer, comme on a choisi de l'intituler, pour les langues autochtones menacées. Cette approche dite polynomique, mais vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur les mots compliqués. Depuis quelques années maintenant, je parcours le monde, là où il y a des langues menacées, autochtones menacées, en contact avec le français, pour proposer cette approche-là et pour la discuter dans différents endroits, avec la façon dont les gens vivent leur situation, vivent leur langue, etc. Comparer ce qu'on peut faire, éventuellement, si ça peut donner quelques bonnes idées, ben, tant mieux, on est là pour partager, que les gens les prennent. Et si en retour, je peux récupérer quelques bonnes idées à transporter ailleurs, je suis évidemment tout à fait preneur. Donc c'est vraiment sous le signe de l'échange à propos de ces questions qui nous réunissent. Alors, il se trouve qu'effectivement, j'observe la situation de ce pays depuis de très nombreuses années. On s'est rappelé encore à l'instant que j'étais dans un jury de thèse il y a maintenant plus de 15 ans. On travaille ensemble depuis très longtemps et donc j'observais de loin jusqu'à ce que j'ai la chance de venir jusqu'ici, la situation des diverses langues parlées dans ce pays. Et du coup, ça m'a donné l'idée de proposer ici aussi cette présentation. Alors voilà le petit plan, le chemin que je vous propose de suivre avec moi. Je vous mets tout de suite dans un peu de plurilinguisme avec la langue principale que je vais utiliser comme exemple, puisque c'est la mienne et que je la connais bien. Donc d'abord, commencer par partir de la question des langues minorées ou minorisées, qu'on appelle aussi les langues en danger, et puis rappeler un certain nombre de principes à partir desquels on peut considérer qu'il est légitime et qu'il est même peut-être nécessaire de compenser ces situations en développant une promotion de ces dites petites langues, avec l'idée que l'une des voies de promotion, c'est la voie scolaire, c'est la voie de l'éducation, mais que c'est surtout pas la seule. Mais que cela dit, puisque c'en est une et qu'elle est importante, il faut aussi voir comment on peut donner une place dans les systèmes éducatifs, de quelle façon, à des langues qui en ont été pour la plupart du temps et pour la plupart d'entre elles exclues depuis la mise en place même des systèmes éducatifs des différents États francophones en question. Je passerai par un petit point qui consistera à vous expliquer pourquoi on a pu conclure, après de nombreuses observations, que plaquer le modèle de ces grandes langues, de ces langues dominantes, ça marche pas, que c'est pas en imitant les langues de domination, en imitant les langues puissantes, qu'on va pouvoir faire quelque chose pour ces langues minorées à leur contact, et qu'il vaut mieux essayer d'élaborer une proposition alternative qui va évidemment contester les cadres, transformer la façon dont on pense les langues, leurs pratiques, leur promotion, leurs usages publics et leur enseignement, par exemple. Et puis je prendrai cet exemple, comme on vous l'a dit, qui a d'abord été élaboré pour la langue corse, mais c'est aussi une situation que je suis depuis très longtemps, puisque l'un de mes maîtres, quand j'étais encore étudiant, est le principal concepteur, le sociolinguiste corse, qui a été le principal concepteur de cette approche, qui a été adoptée pour la langue dite régionale, qui est la mienne, dans mon pays d'origine,
et donc j'ai contribué à son appropriation et à son utilisation dans la vie publique et dans les systèmes éducatifs. Donc je vais vous montrer un peu comment on a fait. Ce que ça donne concrètement quand on utilise une approche dite polynomique dans la promotion d'une langue minorée. Et puis, je vous proposerai de discuter sur le fait qu'on puisse adapter, ou pas d'ailleurs, rien n'est universel, cette alternative dans des contextes comparables, puisqu'ici, par exemple, on a un contexte qui est comparable, puisqu'il partage certaines caractéristiques, mais évidemment, il ne les partage pas toutes. Voilà. Alors, je part du constat que dans le monde en général, en l'occurrence ici en Europe de l'Ouest, la plus grande majorité des langues parlées par l'humanité, qu'on ne sait pas compter, est en situation, comme vous le voyez selon l'échelle que propose l'UNESCO, d'être soit vulnérable, soit en danger, soit sérieusement en danger, soit en situation critique, soit éventuellement éteinte. Plus personne ne parle ces langues. Et c'est le cas de l'immense majorité des langues du monde. Il n'y a que quelques centaines de langues qui sont en situation non vulnérable et que quelques dizaines de langues qui sont des langues puissamment établies pour lesquelles aucune inquiétude sur les droits de leurs usagers ou sur l'avenir de leurs usages ne peut peser. Alors vous voyez, moi je pars de cet univers-là, moi je viens de cet univers d'Europe de l'Ouest, mais Europe de l'Ouest c'est déjà une grande globalisation. Moi je viens de l'Europe méditerranéenne et j'ai plus de points communs sur toute une série d'éléments, y compris culturels, avec mes frères de l'autre côté de la Méditerranée qu'avec mes compatriotes du nord du pays, parce que l'univers méditerranéen c'est un univers culturel. Peut-être un peu comme vous pouvez penser ici l'univers mélanésien ou l'univers océanien, mais c'est vous qui connaissez les échelles de comparaison. Et donc vous voyez que, puisque je viens de ce territoire qui est la France actuelle, vous voyez que de très nombreuses langues sont ici en danger ou sérieusement en danger. Celle dont je vais vous parler en particulier, le provençal, est sérieusement en danger, et celle qui a servi d'exemple à l'élaboration de cette approche est considérée comme en danger. Cette situation est une situation qui est présente partout. Elle est présente chez vous ici, mais je ne veux rien vous apprendre. Je veux juste dire que j'ai d'abord cherché à comprendre quelle était la situation ici. Alors là, vous avez une carte, vous le savez, de l'Institut des statistiques propres à la Kanaki Nouvelle-Calédonie, avec la répartition que vous connaissez aussi des langues kanak plus le tayo parlé dans cet archipel. Et puis, comme vous le voyez, il y a une petite explication en haut, mais je pense que je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. Plus la couleur est claire, moins la proportion de population qui utilise la langue locale est élevée. Plus c'est foncé, plus les gens les utilisent. Ce qui ne vous étonnera pas, c'est que dans les îles, ça soit très foncé. Et plus c'est clair, et notamment, vous voyez bien, le sud et l'ouest, moins il y a de gens qui les parlent. Et il y a une série de langues, d'après cette étude, d'ailleurs, de cette époque-là, c'est 2009, si je me souviens bien, qui sont en grand danger de disparition. On nous disait hier que l'une des langues qui, ici, est réputée avoir 20 locuteurs, ce qui est très très peu, aujourd'hui est réputée n'en avoir plus que 9 locuteurs et locutrices. Le chiché, c'est ça, Siché, c'est ça, comme ça qu'on... Siche, bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, j'ai perdu le fil. Non, c'est pas grave, je t'en prie. Et il y a 2 langues ont été déclarées, au moins 2 à ma connaissance, ont été déclarées éteintes dans l'archipel, c'est-à-dire qu'elles ont été parlées jusqu'à des dates relativement récentes en termes, j'imagine, de décennies. Je ne connais pas leur histoire précise. Et puis, plus personne ne les parle. Donc, on est vraiment dans un processus où il y a une richesse linguistique qui est en grand danger et avec au moins une demande d'une partie de la population de maintenir, de préserver les usages de ces langues. Donc l'idée, c'est qu'on doit peut-être pouvoir élaborer des interventions politiques linguistiques. Dans ma terminologie, on dit glottopolitique, au service des populations qui ont des demandes de ce type-là. D'ailleurs, il existe un organisme, comme vous le savez, qui a en charge l'élaboration, y compris concrète, de cette intervention glottopolitique. C'est l'Académie des langues kanak que nous sommes allés rencontrer hier après-midi, justement pour mieux nous informer de son action et de la situation.
Ici, vous avez le même archipel tel qu'il est évalué par l'Atlas des langues en danger de l'UNESCO, avec, vous le voyez ici, hein, le même système de symboles. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails des critères qui sont utilisés. Il y a toute une série de groupes de critères. Je n'ai pas le temps, si vous voulez, on pourra en reparler un peu. D'ailleurs, cet atlas est disponible sur le site de l'UNESCO en ligne gratuitement. Vous pouvez télécharger le fichier. Vous avez aussi toute la méthode qui est présentée, hein. Et donc, vous voyez que là, on a toute une série de langues qui sont en jaune, en orange, et donc qui sont en danger, sérieusement en danger. Je pense qu'il doit y en avoir ici, oui, en situation critique. Et je vous disais, ici, sauf erreur, elle est en noir. Donc ça voudrait dire que cette langue est déclarée éteinte par l'évaluation de l'UNESCO. Hein. Évidemment, il reste toujours la question d'avoir des sources extrêmement précises, extrêmement fiables, et puis les situations changent au cours du temps. Donc on est bien dans une situation qui pourrait relever de l'élaboration d'une intervention de politique linguistique au service de la promotion des langues en question, et donc, et ça j'y tiens beaucoup, vous verrez, des droits des gens qui les parlent. Alors, j'aime bien cette image-là que j'utilise grâce à mes sœurs présentes ici dans cet amphithéâtre, Véronique et Latiana, avec qui je collabore depuis de nombreuses années. Ce schéma a été élaboré par un groupe d'étudiants et d'étudiantes, mais comme je n'ai pas eu le temps de les rencontrer pour leur demander l'autorisation, j'ai anonymé. Vous ne voyez pas leur nom, mais je leur exprime toute ma gratitude pour ce travail. Et je trouve que c'est très intéressant. Enfin, c'est une très belle représentation de ce qu'est l'arrêt de la transmission des langues, la perte des langues au fur et à mesure que les générations passent, hein, puisque vous voyez qu'on a un nombre important de langues kanak, en l'occurrence, dans les générations des arrière-grands-parents. Puis vous voyez que la pyramide se réduit petit à petit. Quand on arrive chez les parents, il n'y a plus que 3 langues, dont le français. Chez les enfants, il n'y en a plus que 2, dont le français. Chez les petits-enfants, il n'y a plus que le français. Alors, ça s'appelle en sociolinguistique un processus de substitution linguistique. Hein, une langue est substituée à d'autres. C'est un phénomène qui est très fréquent dans l'espace francophone et notamment qui a été encore plus précocement efficace dans la France européenne continentale. C'est moins vrai dans un certain nombre d'outre-mer. Cela dit, je le disais encore hier, on en parlait à l'Académie des langues kanak, une des choses qui me frappe dans la situation de ce pays-ci par rapport aux autres outre-mer relevant de l'État français que j'étudie pour certains de près depuis longtemps. Je pense à l'île de la Réunion, où je travaille intensément depuis longtemps avec mes collègues et où je vais très souvent. Une chose qui me frappe, c'est la place qu'occupe la langue française ici, qui pour moi est étonnante dans un outre-mer, puisque dans la plupart des autres territoires d'outre-mer relevant de l'État français que je connais, le français reste une langue peu utilisée, qui n'est pas la langue de la vie quotidienne, qui est la langue des institutions, et les gens parlent entre eux dans leur vie, en famille, avec leurs enfants, leur langue à eux. Pardonnez-moi, je continue à prendre l'exemple de la Réunion, mais d'après toutes les études qu'on a, on sait qu'environ 80% des enfants arrivent à l'école à la Réunion en ne parlant que créole et pas ou très peu français. On sait qu'il y a aujourd'hui une grande majorité des Réunionnais qui parlent créole et qu'il y a à peu près 20% de la population qui ne parle que créole et pas français du tout. On a des chiffres à peu près comparables en Guyane, où la situation est plus complexe, vous savez, dans l'Amazonie, avec l'ensemble des peuples et des langues qui s'y trouvent. Et donc, je trouve que la situation que représente cette case, qui est en même temps une pyramide qui se rétrécit, est une situation qui est d'autant plus comparable avec la situation qu'on connaît en France européenne continentale, et qui méritera d'être suivie de près. Alors, Véronique a parlé tout à l'heure d'une enquête qui est en train d'être réalisée dans cette université, que nous avons déjà réalisée dans d'autres universités francophones du monde, au Canada, en France et justement sur l'île de la Réunion, pour vérifier quelle est la situation sociolinguistique des étudiants et des étudiantes. Une des choses qui est évaluée dans cette enquête, c'est justement les langues parlées par les grands-parents, par les parents et par les étudiants eux-mêmes. Et ça permet d'affiner encore notre connaissance de la transmission ou de la non-transmission des plurilinguismes familiaux. Et je dis bien des plurilinguismes parce que les langues peuvent venir d'un peu partout. Les humains bougent, hein, bien sûr. Et l'éventuelle concentration vers un monolinguisme en langue française. OK ? Alors, je voudrais rappeler ce qui peut fonder la légitimité d'un travail de promotion, on pourrait même dire de défense de ces langues, parce qu'en fait, les langues n'existent que parce qu'il y a des gens qui les parlent. Les langues
hors des sociétés et hors des humains, ça n'existe pas. On peut parfois essayer de se représenter les langues comme une espèce d'entité virtuelle, mais ça ne reste que de la virtualité. Dans la réalité, il n'y a de langue que parce qu'il y a des groupes humains qui les inventent, qui les réinventent, qui les pratiquent, qui se les transmettent et qui les utilisent. Et donc, derrière les langues, il y a quelque chose de plus fondamental qui est en jeu, c'est les personnes et les groupes de personnes dont ces langues sont les moyens d'existence, dont ces langues sont les moyens de relation, dont ces langues sont les moyens de lien collectif, de sociabilité, mais aussi de façon particulière d'être au monde, de catégoriser le monde, de comprendre le monde, de mettre en relation ces catégories. On sait maintenant bien, et j'imagine que tout le monde est au courant de ça, que selon avec quelle langue vous avez grandi pour regarder le monde, vous ne voyez pas le monde de la même façon. Alors, ça ne veut pas dire qu'on vit dans des mondes différents, mais on vit dans un monde qu'on n'interprète pas de la même façon. Et de fait, on parlait de traduction dans un séminaire juste avant, on sait bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas traduisibles ou qui ne sont qu'approximativement traduisibles parce que toutes les langues ne disent pas les mêmes choses et ne disent pas le monde de la même façon. Ces moyens d'existence des gens sont des moyens absolument fondamentaux, c'est des attributs des personnes. J'insiste beaucoup là-dessus, j'en ai parlé l'an dernier dans la conférence sur la glottophobie, donc sur les discriminations à prétexte linguistique. Nos langues font partie de qui nous sommes. Les langues ne sont pas des outils extérieurs à nous-mêmes dont on peut changer, comme peut l'être cet ordinateur. Je peux les changer contre celui de Véronique ou dans quelques années contre un autre parce qu'il sera devenu obsolète. Les langues ne sont pas des outils qui nous sont extérieurs et dont on peut changer. Les langues sont constitutives de qui nous sommes, de comment nous avons appris à être. Et on ne peut pas dire aux gens de changer de langue. Ça veut simplement leur dire qu'ils n'ont plus le droit d'être qui ils ou elles sont et qu'on demande aux gens de devenir quelqu'un d'autre. Du coup, a été élaboré depuis très longtemps maintenant, enfin en tout cas de nombreuses décennies, ce qu'on appelle les droits linguistiques. Et les droits linguistiques font partie des droits humains fondamentaux. Tous les textes de présentation des droits fondamentaux, de défense des libertés fondamentales, de protection contre les discriminations, disent tous, sans exception, que la langue, en général, on la pense au singulier, à mon avis c'est un tort, mais que la langue d'une personne ou les langues d'une personne ou d'un groupe sont une de ces caractéristiques que la personne ou le groupe a le droit fondamental, permanent et inaliénable d'utiliser. Et ici, vous avez un petit résumé de ça, parce que je ne vais pas vous montrer tous les textes en question, ce serait trop long. Enfin, je vais vous en montrer un juste après, parce qu'il a un impact intéressant sur le plan éducatif. Mais dans tous les textes, on dit si vous traitez les gens différemment en raison de la couleur de leur peau, en raison de leurs convictions ou en raison de leur langue, c'est une discrimination inacceptable. Et la langue, elle est au même rang que la couleur de la peau, parce que ça fait partie de qui est la personne. Et donc un petit résumé ici par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits humains qui rappelle clairement dans un petit guide qui a été publié il y a quelques années que les droits linguistiques sont des droits de l'homme à part entière et que si on interdit les discriminations, ce que beaucoup de sociétés prétendent faire, ça veut dire qu'on interdit de faire des préférences linguistiques et que si on interdit les préférences, on interdit les discriminations. On ne peut pas privilégier des gens en fonction de la langue que ces gens parlent parce qu'on ne peut pas défavoriser des gens qui parlent une autre langue. Du coup, ça fonde une légitimité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, et c'est une chose dont je parle souvent, il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'on croit, d'une idéologie ou d'une action militante, encore moins une action militante au service des langues. Il s'agit simplement de faire valoir les droits fondamentaux qui ont été établis par d'autres et qui doivent absolument être respectés parce que l'immense majorité des États du monde ont signé ces textes-là, les ont ratifiés, les ont intégrés dans leurs normes juridiques. Ça veut dire qu'il y a une sorte de consensus très large qui hélas tend un peu à s'amenuiser ces derniers temps, mais une sorte de consensus très large sur le fait que ça, c'est le fondement de la vie en société. Que si on ne respecte pas ça, la vie en société n'est plus possible. En tout cas, qu'elle va partir en vrille et que ça va mal se passer entre les gens. Alors, un exemple et un seul, la Convention relative aux droits de l'enfant, qui est une convention de l'ONU, qui a été ratifiée par à peu près tous les États membres de l'ONU, qui stipule, par exemple, dans cet article 29.1, qui est dans la partie sur le droit de l'enfant à l'éducation, que
les États qui ratifient ce texte s'engagent à inculquer à l'enfant, par le système éducatif, par l'école, hein, à inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles. Et que donc tout système éducatif doit faire ça. On s'y est engagé parce que ça fait partie des droits des enfants. De recevoir l'identité, la langue, les valeurs culturelles de leurs parents et de leur famille. Et cet article a été ratifié par la France, je vous le dis au passage, parce que l'un des articles n'a pas été ratifié par la France. La France régulièrement exclut des droits, un certain nombre de droits qu'elle ne veut pas reconnaître, et notamment le droit des minorités. Elle ne veut pas reconnaître qu'il existe des minorités ni religieuses, ni ethniques, ni linguistiques. On fait comme si les gens étaient tous identiques, et donc on fait comme si du coup il n'y avait pas de problème et qu'ils étaient forcément tous égaux. Sauf que comme ils ne sont pas tous égaux, ben, il y a des problèmes et qu'ils sont en situation d'inégalité. Vous voyez que tout ça, ça fonde l'action glottopolitique qu'on peut mener au service des langues minorées, mais surtout au service des gens dont les langues minorées sont les langues d'existence. Une des langues d'existence. C'est pas parce qu'on a aussi une langue dominante dans son répertoire linguistique que ça nous enlève le droit à exister dans une autre langue qui est une langue d'existence pour nous. Et je connais beaucoup de francophones du monde pour qui le français est une langue utile, est une langue du travail, est une langue des études, est une langue du droit, mais n'est pas leur seule langue et n'est pas la langue de leur relation intime, de leur relation aux autres, de leur compréhension du monde, de leur création artistique. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mener des actions, il y en a, on en observe un peu partout. Il y a beaucoup d'actions qui ont été menées, qui ont été étudiées, on en a tiré des bilans. Alors, des actions qui sont graduellement à 3 niveaux de puissance d'intervention, des actions qu'on appelle de patrimonialisation, des actions de protection, des actions de promotion. Les actions de patrimonialisation sont celles qui consistent à enregistrer les langues en question, éventuellement des choses qui vont avec, comme des pratiques culturelles, des contes, de la littérature, éventuellement écrite quand il y en a, etc., de telle sorte d'en garder la mémoire. Mais le problème de la patrimonialisation, c'est que, d'une certaine façon, de façon performative, elle considère que ces langues sont déjà des langues du passé. Et que ce sont des objets de musée, puisque la mission des musées, c'est justement la conservation du patrimoine. Alors, j'exagère un tout petit peu en disant ça, parce qu'il existe des formes de patrimonialisation qui ne sont pas des formes passéistes de muséification. Il en existe. Il faut être honnête. Mais dans la plupart des cas, quand on pense patrimoine, on pense à quelque chose qu'on a stocké depuis le passé et qu'on veut garder. Donc on va en prendre soin en le mettant dans une armoire avec de l'antimite pour que les insectes ne fassent pas des trous dedans. Ça ne change rien ni à la pratique actuelle et encore moins à l'avenir possible de la langue. Un autre degré, le degré de la protection. Ça consiste à prendre un certain nombre de mesures qui permettent de maintenir la situation. Donc de faire en sorte que le degré de minoration, le degré de minorisation, alors minoration c'est en termes de statut, la minorisation en termes de pratique, que ce degré arrête de baisser. Donc on essaye d'empêcher la continuation du processus. Le problème c'est que quand ce processus est peu avancé, ma foi, ça peut être une bonne chose et constituer une base à partir de laquelle on peut redémarrer. Mais quand ce processus est très avancé, pour les langues en danger, sérieusement en danger, pour les langues qui sont presque éteintes, figer la situation, ça ne va rien faire, ça ne va rien changer. On est trop loin d'avoir un potentiel de redéveloppement et donc la protection ne suffit plus. Et donc, il y a un troisième degré d'intervention glottopolitique qui est le degré de la promotion, qui consiste notamment dans les cas où le potentiel n'est plus suffisant à lui tout seul, de mettre en place des mesures qui vont dynamiser, redévelopper la place de la langue et des gens qui la parlent, ou des langues et des gens qui les parlent, dans la société,
à tous les niveaux. Parce que ça, c'est aussi un des problèmes qu'on rencontre dans les politiques linguistiques, c'est qu'elles ont tendance à être sectorielles, à se concentrer sur un secteur de la vie publique et à en négliger d'autres. Et du coup, ça ne fonctionne pas parce que les secteurs sont en contradiction les uns avec les autres. Or, dès que vous avez une langue dominante qui rôde dans le secteur, c'est clair, c'est le loup dans la bergerie. À partir du moment où, quelque part, vous n'avez pas prévu les actions de promotion nécessaires, elle va à nouveau réenvahir l'espace. Je vous donne un exemple tout simple, et je suis sûr que beaucoup d'entre nous ici, nous l'avons vécu. Vous faites une réunion, il y a 10 personnes qui viennent, il y en a 9 qui parlent une langue minorée, il y en a une qui parle une langue dominante. Allez, dans quelle langue va se passer la réunion? À tous les coups. Si le loup est dans la bergerie, c'est foutu pour les moutons. Donc il faut bien prévoir de border partout des espaces dans lesquels on va se protéger du danger que constitue provisoirement la langue dominante, vu les effets qu'elle a produits. Quand on aura rééquilibré la situation, on pourra revenir à une forme de bilinguisme un peu plus équilibrée. Mais quand on est dans une forme très déséquilibrée, il faut vraiment protéger dans tous les secteurs, parce que dès qu'il y a une porte, dès qu'il y a une fenêtre, dès qu'il y a un vasistas, dès qu'il y a une faille, paf, les dominants reviennent. Alors, sur le plan de l'enseignement, sur le plan de l'éducation, ce qui a été fait et qui doit être fait, c'est de développer des modalités d'enseignement qui laissent une place à des langues que je vais continuer à appeler minorées, si vous voulez bien, dans des systèmes où c'est une langue ou plusieurs langues dominantes, en général c'est une seule, qui occupe la plus grande partie, voire la totalité de l'espace. Donc on a développé des modalités didactiques, on en a parlé cette semaine avec un certain nombre d'enseignants et d'enseignantes ici au vice-rectorat. On a développé des didactiques plurilingues, c'est-à-dire des enseignements, des écoles, des systèmes éducatifs où il y a une partie de l'enseignement dans la langue dominante et une partie de l'enseignement qui est fait dans l'une, en l'occurrence ici, il y en a beaucoup, des langues minorées. On a mis en place des enseignements de ces langues minorées pour compenser la non-transmission familiale, mais il faut que ça devienne absolument massif, parce qu'arrivé à un moment donné, il n'y a pas longtemps, j'ai été auditionné par une commission du Sénat qui est en train de faire un bilan de l'application de la loi Molac, c'est la loi de 2021, qui s'appelle loi relative à la protection patrimoniale et à la promotion, vous voyez qu'il y a les deux, des langues régionales de France. Et donc la question c'est de voir 5 ans après où en est l'application de la loi par l'État, puisque ça lui crée des devoirs. Je vous dis tout de suite, on n'en est pas loin, parce que l'État n'a pas fait grand-chose. Et donc il me disait, mais bon, vu la... Ils m'ont posé des questions, par exemple, sur la situation en Bretagne, et ils m'ont dit, vu l'érosion massive des locuteurs du breton, puisque les derniers qui ont grandi en breton en famille sont des gens qui sont nés dans les années 1950, et que, hélas, de plus en plus, chaque année, il y en a qui disparaissent, vu l'érosion des locuteurs du breton, de ces personnes âgées qui partent et qui emportent leur langue avec elles, combien faudrait-il former d'enfants qui aient appris le breton à l'école, puisqu'on n'a pas pu le leur transmettre en famille? J'aurais dit, c'est pas compliqué, il en faut au moins autant. Mais ça représente des dizaines de milliers d'enfants à scolariser, en langue bretonne en l'occurrence, évidemment. Et donc vous imaginez les moyens que ça nécessite de mettre en œuvre. Et donc il y a des possibilités. Après va se poser la question, et c'est là-dessus que je vais venir plus en détail, oui, mais comment on fait pour enseigner une langue minorée qui jusque-là a peu ou pas du tout eu de place à l'école ? Pour laquelle on n'a pas jusqu'à présent élaboré de manuel, de programme, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas ce qu'on va enseigner, comment on va l'enseigner. La plupart du temps, les gens vous posent une question qui est toujours très étonnante, mais comment on va enseigner cette langue? Mais je dis, le problème, c'est pas comment on va enseigner cette langue, on sait enseigner les langues. Puisqu'on sait en enseigner d'autres, on doit pouvoir enseigner celle-là. Pourquoi celle-là, elle aurait un problème particulier, parce que c'est une langue minorée, qu'a priori, on jette sur cette langue un regard négatif. Il y a aussi, quand on est dans des situations, imaginez dans les îles ici, où les enfants parlent la langue collective et familiale et qui vont à l'école, et on dit il faut aussi enseigner dans leur langue, puisque c'est leur langue familiale et qu'ils y ont droit, et qu'en plus on sait qu'ils auront une bien meilleure réussite scolaire si l'enseignement a lieu, surtout au niveau primaire, dans leur langue plutôt qu'en français. Et la réponse c'est, mais comment on va leur enseigner leur langue? Mais je dis, vous n'avez pas besoin de leur enseigner leur langue, ils la parlent déjà. Mais vous voyez, on se pose des questions qu'on ne devrait pas se poser, c'est-à-dire qu'on crée des obstacles qui ne devraient pas être des obstacles. Alors, on
On sait aussi qu'il faut élaborer des interventions qui vont porter sur les fonctions statutaires des langues en question. Très souvent, les militants, les associations, etc., se sont concentrés, en tout cas en France européenne continentale, je peux vous le dire, j'y ai déjà fait allusion, sur les pratiques d'enseignement. Le problème, c'est que si vous enseignez à des enfants une langue, ou même dans une langue, il y a des écoles bilingues, il y a même des écoles immersives, où les enfants ont leur scolarité totalement dans une autre langue, ou presque totalement dans une autre langue que le français. Donc évidemment, vous les y mettez tout petits, comme tous les enfants, ils sont en immersion, ils parlent la langue spontanément, voilà. Le problème, c'est que si vous faites ça, mais que vous ne faites rien à côté, quand les enfants sortent de l'école, ils sont dans une société où la langue n'a aucune place. Et du coup, ils deviennent presque, eux, des espèces de personnes bizarres qui parlent une langue que personne ne parle autour d'eux, parce que cette langue, on ne la parle pas dans la vie publique, on ne la parle que dans la famille, parce que le grand-père et la grand-mère, c'est leur langue à eux, etc. Et du coup, vous mettez de l'énergie dans une action de promotion qui n'a pas d'effet d'entraînement sur la société. Ce qui veut donc dire qu'il faut qu'on trouve des solutions pour que la langue en question retrouve des fonctions statutaires, juridiquement établies, de telle sorte que sa présence soit nécessaire, éventuellement même obligatoire, dans l'ensemble de la société. De la même façon que, en l'occurrence, le français a une présence statutaire et obligatoire dans l'ensemble de la société. Si on veut pouvoir compenser, il faut mettre en place, en face, des fonctions statutaires. C'est pas pour rien que depuis quelques années, un certain nombre de collectivités territoriales d'outre-mer ont affirmé clairement, pas seulement, il y a quelques communes en France continentale, mais surtout en Outre-mer, je pense à la Martinique, je pense à la Corse. Il ne faut pas oublier que la Corse est un territoire d'Outre-mer qui a un statut spécial, ça n'est pas une région comme les autres, qui ont décidé de déclarer la co-officialité de leur langue avec le français. Ce qu'évidemment on leur interdit de faire, évidemment le préfet, représentant de l'État central, les poursuit au tribunal. Le tribunal donne évidemment raison à l'État. On fait appel. Le Conseil d'État donne évidemment raison à l'État. Et la collectivité territoriale de Corse ou de Martinique disent c'est pas grave, on continue. On va le faire quand même. Voilà. Et donc s'il y a des actes de résistance aussi forts sur le fait d'avoir donné un statut à ces langues, c'est parce que c'est une nécessité de l'action de promotion. Le danger qu'on a, et c'est là-dessus que je vais faire la transition avec la proposition que j'ai à vous faire, le danger qu'on a, c'est qu'on est tellement éduqué à penser les langues selon le fonctionnement des langues dominantes qu'on reproduit spontanément les mêmes fonctionnements. Et donc on se dit, pour que notre langue, la vôtre, celle de chacun et de chacune d'entre nous, puisse avoir des fonctions équivalentes à celles du français, puisse avoir la même place à l'école, dans les services publics, à la mairie, à la préfecture, etc., puisse avoir la même image positive que la langue française, il va falloir qu'on la dote des caractéristiques de la langue française. On va vouloir la mettre à égalité en voulant imiter les caractéristiques de la langue dominante. Le risque majeur, évidemment, ça va être de reproduire une hiérarchisation, parce que, du coup, si vous faites comme pour le français, vous allez élaborer une variété standard normative scolaire de la langue, celle qu'on enseigne à l'école et qui est à peu près parlée par personne dans la vie quotidienne. Vous allez faire la même chose dans des langues qui ne l'ont pas, et dans lesquelles vous allez introduire un niveau de hiérarchisation supplémentaire, ce qu'on appelle, nous, de la diglossie dans notre jargon de sociolinguiste. C'est-à-dire qu'il y a déjà une langue qui est en situation de minoration par rapport au français, et vous allez rajouter dans la langue en question une situation de minoration des pratiques familières ordinaires par rapport à une variété standard qui est censée imiter le fait qu'il existe un anglais standard ou un français standard ou un allemand standard. Et du coup, vous renforcez le problème plutôt que vous le résolvez. Et il faut qu'on fasse très attention à ça, parce que c'est spontané. On connaît un très bon exemple, c'est la politique linguistique qui a été menée par l'Espagne depuis le retour de la démocratie, depuis la chute de Franco, avec une reconnaissance à nouveau de la pluralité linguistique qui était interdite sous Franco, parce que l'interdiction des langues a un côté dictatorial qui n'est pas, étonnant quand on est dans des régimes autoritaires. Il est d'ailleurs très souvent attesté dans les régimes autoritaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, OK, maintenant on reconnaît les langues,
langue. Il y a des régions autonomes qui ont le droit d'avoir leur langue, elle est reconnue par la Constitution. Et donc, la Catalogne, le Pays de Valence, le Pays Basque, la Navarre, enfin une partie de la Navarre, la Galice, etc., ont un statut autonome avec une langue propre, co-officielle à côté du castillan, qui ne s'appelle plus l'espagnol, mais qui s'appelle le castillan, pour ne pas laisser penser qu'il est la seule langue légitime sur la totalité de l'Espagne. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait la même chose. Ils ont élaboré une forme standard, ils ont élaboré une orthographe, si possible un peu compliquée. Ils ont reproduit les attributs de la langue dominante qu'ils ont transférés sur la langue dominée. Je ne suis pas sûr que ça ait rendu de grands services aux ouvriers, aux paysans, aux petites gens dont c'est la langue et qui vont continuer à voir parler par les élites une langue qui n'est pas la leur. Alors évidemment, du coup, elle s'appelle pareil. C'est plus le castillan par rapport au catalan ou par rapport au galicien, c'est le catalan par rapport à leur catalan ou le galicien par rapport à leur galicien, sauf que ils parlent toujours pas la bonne langue. Ils sont toujours exclus. Ils font toujours des fautes. Vous voyez les effets que ça va produire. Est-ce que du coup, la politique est efficace ? Pour les élites locales, probablement, mais seulement pour les élites locales, qui d'ailleurs n'en avaient sans doute pas beaucoup besoin, puisqu'elles étaient déjà dans des situations de capital symbolique, culturel, éducatif, mais en général aussi économique et politique très, très élevé. Alors, qu'est-ce qui fait que ça rend difficile d'appliquer le modèle de ces grandes langues à nos petites langues ? Et je le dis avec beaucoup d'affection et pas du tout de mépris pour nos langues de petite diffusion, mais de grande affection. Si on veut imiter le modèle des grandes langues, on va commencer par être obligé de faire une description linguistique. Parce qu'il va falloir qu'on fasse des bouquins de grammaire, parce qu'il va falloir qu'on fasse des ouvrages de phonétique, parce qu'il va falloir qu'on élabore des dictionnaires. Et donc, il va falloir qu'on fasse une description linguistique. Et décrire une langue, ça prend énormément de temps. Pendant ce temps-là, la situation continue à se dégrader. Décrire une langue, c'est fait par des linguistes. Le problème des linguistes, c'est qu'ils ne sont pas sociolinguistes et qu'ils ne savent pas de quoi on a besoin dans la société. Et donc, ils vont vous faire des descriptions de langue extrêmement techniques, extrêmement précises, extrêmement pointues. Et le jour où vous dites, maintenant qu'on sait comment la langue fonctionne, on va pouvoir réfléchir à comment on l'écrit, vous êtes bien embêtés parce qu'ils vous ont fait une description qui est tellement détaillée, qui est tellement technique et qui est tellement difficile à comprendre que soit vous élaborez un système d'écriture que plus personne ne pourra apprendre à utiliser, soit vous n'y arrivez même pas du tout. Donc, il y a un moment donné où il faut aussi avoir une vision non pas seulement linguistique pour imiter les grandes langues qui sont décrites depuis des siècles et qui sont codifiées dans des dictionnaires et dans des grammaires et dans des manuels d'enseignement comme langue étrangère avec des transcriptions en alphabet phonétique international. Abandonner ça en se disant, mais eux, ils ont eu des siècles et tous les moyens de l'État pour le faire. Nous, on n'a pas le temps et on n'a pas tous ces moyens-là. Donc, il va peut-être falloir qu'on fasse des économies. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien décrire du tout. On va peut-être faire des économies en temps et en énergie pour pouvoir viser l'intervention dans la société plutôt que de passer trop de temps et d'énergie à faire un travail qui est un travail d'érudit. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir élaborer un système graphique. Alors, dans le monde francophone, c'est très compliqué pour nous, parce qu'on a la malchance d'avoir la langue qui a le système graphique le plus élitiste, le plus difficile à s'approprier, le plus incohérent, le plus illogique, le plus arbitraire du monde. Sauf que, pour nous le rendre acceptable, on nous a tellement éduqués à l'idée que c'est bien d'avoir un système compliqué, parce que c'est une langue de grand prestige, et donc elle doit avoir un système extrêmement compliqué. Ça va avec le niveau de la langue, hein. Donc c'est dur d'apprendre l'orthographe, mais c'est normal que ça soit dur, parce que c'est pas n'importe quelle langue que vous apprenez à lire et à écrire. C'est la langue universelle de la liberté, comme dit Emmanuel Macron. Je cite, hein, j'invente rien, c'est sur le net, hein. Et du coup, on a tellement ça en tête que si on se dit qu'on peut écrire les langues autrement, on a l'impression de déchoir, de perdre en qualité. Quand on dit aux gens, alors maintenant c'est trop tard pour le français, c'est foutu, c'est irrémédiable, hein, mais quand on dit aux gens, mais vous savez, le français c'est une langue romane comme les autres langues romanes. On pourrait écrire le français comme on écrit l'italien, l'espagnol, le portugais ou le provençal, où il n'y a pas besoin d'apprendre l'orthographe. Il n'y a pas d'orthographe. Une fois que vous avez compris comment on transcrit les sons, c'est fini, tout le monde sait écrire.
Alors, il y a quelques petits trucs un peu compliqués. Il y a un H qui traîne ici ou là. Enfin, bon, voilà. Mais enfin, ça se compte sur les doigts des deux mains. Vous avez vite fait d'apprendre les exceptions. Tandis que si vous voulez apprendre les exceptions de l'orthographe du français, c'est les doigts des mains de toute la population de ce pays qu'il va falloir utiliser. Hein. Toute la scolarité ne suffit pas. D'ailleurs, personne n'y arrive vraiment tout le temps. On continue tous tout le temps à pas utiliser les bonnes formes parce que c'est fait exprès. Il ne faut pas oublier que l'orthographe du français a été conçue pour que les gens n'arrivent pas à l'utiliser. Comme on disait à l'Académie française, pour distinguer les honnêtes gens, pour distinguer les honnêtes gens des illettrés et des simples femmes. Voilà. Il y a les gens bien qui ont le temps d'apprendre et qui y arrivent à peu près, et puis il y a tous les autres, c'est parce qu'ils sont en dessous. Okay. Alors comme on est imbibé de cette vision-là, et quand vous parlez d'écriture phonétique, je ne sais pas vous ici, mais en France, les gens poussent des cris « Ah, c'est phonétique !» On va avoir l'impression, on va avoir envie de faire la même chose. On va vouloir donner de la dignité à nos langues en l'écrivant à la française. Alors on n'a pas de bol parce qu'il y a d'autres sources possibles. Vous ici, vous en avez eu une historiquement, c'est l'écriture de l'anglais. Puisqu'on a d'abord transcrit les langues kanak, enfin c'est les missionnaires, vous savez, qui ont transcrit les langues kanak pour traduire la Bible et pour évangéliser les populations. Le problème de l'anglais, c'est que c'est la deuxième langue du monde qui a la graphie la plus absurde qu'on puisse imaginer, puisque, comme en français, un même son peut s'écrire de 12 façons différentes. Quand vous voyez un mot écrit, vous ne savez jamais vraiment comment il se prononce. Si vous entendez un mot, vous avez 25 façons possibles d'essayer de l'orthographier. Enfin, bon, c'est absolument inutilisable. Donc, pas de bol, on a des modèles qui sont, soit qui vont nous empêcher, tout simplement, d'agir, d'élaborer une graphie, de la rendre populaire, de la démocratiser, de faciliter que les gens qui parlent la langue puissent la lire, la reconnaître déjà, reconnaissent leur langue et dire « Ah mais oui, mais je comprends ce qui est écrit là, je peux même te le lire », alors qu'ils n'ont jamais appris à lire leur langue. Au lieu de faire ça, on va leur écrire un truc, ils ne vont même pas reconnaître leur langue, ils vont dire « C'est quoi ça ?» Parce que ça ne ressemblera pas à ce qu'ils parlent. Donc vous voyez les problèmes que vont nous poser les modèles dominants. Et donc ce qu'il faut se dire, c'est que si on veut échapper aux effets néfastes des modèles dominants, il faut sortir des cadres et il faut imaginer d'autres critères et élaborer des systèmes qui échappent à ces modèles-là, y compris qui sont socialement beaucoup plus efficaces. Un autre problème qui va se poser, c'est la question de la normalisation, que certains sociolinguistes appellent la normativisation, c'est-à-dire le fait d'élaborer une variété de la langue, une variante de la langue, qui soit la langue normée, la bonne langue, la langue correcte, la langue qu'on enseigne à l'école, la langue qu'on écrit, qui est différente de celle qu'on parle de façon familière. Alors, là aussi, pourquoi est-ce que ça a été élaboré dans les langues dominantes ? Pourquoi est-ce qu'il y a une variété du français qui est considérée comme supérieure aux autres, sur laquelle on n'est d'ailleurs pas tout à fait d'accord sur les marges, hein. Est-ce que ça en fait partie ou ça, ou pas, tel mot? C'est familier ou c'est pas familier, ça? Enfin, vous voyez bien. Hein. Mais globalement, il y a une espèce de consensus sur l'idée qu'il existe une norme un peu mythique, mais en même temps effective, du français. Mais pour assurer des dominations, encore une fois. Si vous dites « ce français-là, c'est le bon, il donne accès au lieu de pouvoir à la réussite éducative, à la réussite culturelle, à la réussite économique, ceux dont c'est la langue ont un accès direct, ça s'appelle un privilège, et ceux dont c'est pas la langue n'ont pas d'accès, et ça s'appelle une discrimination. C'est fait pour ça. Il ne faut pas se leurrer. Bourdieu a déjà expliqué ça bien mieux que moi il y a quelques décennies. Hein. Est-ce que nous, on a besoin de ça? D'abord, est-ce que c'est le projet? Est-ce que quand on veut redonner le pouvoir de parler leur langue et de vivre dans leur langue à des populations qui en ont été privées, qui ont été minorées, qui ont été marginalisées, qui ont été dominées, est-ce que le projet, c'est de recréer des systèmes de domination? Je ne pense pas, parce que sinon, on serait complètement incohérent. On dirait qu'on veut lutter contre une domination, mais qu'on va la remplacer par une autre. Je pense que si on est cohérent, c'est contre l'idée même qu'on mette en place des dominations dans la société en utilisant des moyens linguistiques pour la faire exister qu'on va travailler. Dernière chose, on nous a habitués à ce que pour une langue, il y ait une graphie unique. Je vais y revenir, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est-à-dire que pour la quasi-totalité des mots français ou des mots anglais, je prends les deux exemples que nous connaissons probablement à peu près tous et toutes ici, il y a une seule forme graphique possible, même si vous avez des prononciations différentes. Alors, il y a quelques exceptions. Vous savez, en français, vous pouvez écrire clé avec un E ou clé avec un EF. Si vous êtes un féru absolu d'une étymologie
approximative, parce que c'est pas tout à fait l'étymologie, mais c'est pas grave. Et en anglais, notamment grâce à des formes d'émancipation nord-américaine, vous pouvez écrire night, N-I-T-E, ça fait un peu populaire, mais ça existe, c'est attesté, il y a des variantes possibles. Hein. Mais sorti de ça, les mots ont une forme unique. Que vous disiez comme moi une rose, ou que vous disiez comme d'autres une rose, ben vous l'écrivez pareil. Okay, que vous disiez comme dans le sud-ouest de la France, en Occitanie, moins, ou que vous disiez comme d'autres, dont moi, moins, il fait moins chaud, ou il fait... Ben non, moins chaud, ça ne marchera pas. Il y en a moins et il y en a moins, tout le monde écrit pareil. Ceux qui prononcent le S l'écrivent, ceux qui ne le prononcent pas l'écrivent aussi. Ça nous paraît normal. Hein, ça vous paraît normal? Bah oui, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas varier? Pourquoi on ne pourrait pas... qu'est-ce que ça change si ceux qui disent moins s'écrivent avec un S et ceux qui disent moins écrivent sans S? Qu'est-ce que ça change si ceux qui disent 20, dans tout le grand quart nord-est de la France et en Belgique, ils écrivent avec un T, et tous les autres, à ma connaissance, qui disent 20, bah, ils ne mettent pas le T, puisqu'ils ne le disent pas. Vous n'allez pas me dire que quand vous allez lire, vous n'allez pas comprendre. J'y crois pas un instant. Vous voyez? Mais on est tellement imbibé de ce système d'une langue dominante qu'on pense qu'on est obligé de faire comme ça pour travailler à nos langues dominées. Du coup, ce à quoi on peut être invité, c'est à s'interroger sur la pertinence du modèle dominant. Par exemple, se dire, mais franchement, le système d'orthographe du français, est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que c'est une bonne façon d'écrire une langue, ça? S'interroger sur la légitimité du modèle dominant. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'on devrait faire comme on fait en français? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire comme on fait en anglais? Pourquoi on ne pourrait pas faire autrement? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'émanciper des cadres qui nous sont imposés par la domination pour élaborer nos propres cadres à nous? Et ça, c'est une véritable sortie de la domination. Sinon, vous restez dans le système de domination, mais simplement vous l'adaptez pour essayer d'être un peu moins dominé que ce que vous l'étiez précédemment. Sinon, on sort du cadre de domination et on change le système de rapport à la langue. Alors, il y a une alternative qui a été proposée par des gens innovants, audacieux, que sont non seulement les sociolinguistes corses, mais la population corse, parce qu'ils n'ont fait ça que parce que c'était une demande massive de la population corse qui a été démontrée par une gigantesque enquête auprès de dizaines de milliers de personnes dans les années 80 dans l'île de Corse. Et donc, ils ont appelé ça une approche polynomique, c'est-à-dire l'idée qu'une langue, c'est un polynôme. Ce n'est pas un monome, il n'y a pas un seul constituant, qu'une langue, c'est plusieurs constituants qui fonctionnent ensemble, que c'est normal, que toutes les langues fonctionnent comme ça, et que du coup, on va faire avec. On ne va pas cacher ça. On ne va pas faire comme si on ne voulait pas voir qu'il y a du français québécois, du français sénégalais, du français marseillais, du français des jeunes et du français des vieux, du français des prolos et du français des aristos. On fait comme si on ne voyait pas ça. Il y a une seule bonne langue, le reste on le cache. Il dit non, nous, il y a plein de façons de parler le corse. Toutes les façons de parler le corse sont légitimes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reconnaît l'existence de la langue comme étant une langue parce que les gens disent ça, c'est notre langue. N'oubliez pas que pendant très longtemps, on leur a dit « mais votre truc, c'est pas une vraie langue, hein. C'est un genre de patois italien que vous parlez. Hein. » Voilà. Jusqu'au jour, ils ont dit « non, non, nous on est corse, on n'est pas italien, notre langue c'est du corse. » Point. Voilà. Mise en place, institutionnalisation de quelque chose qui fonctionnait dans la société corse, qui était l'interacceptation des variations. C'est-à-dire, vous pouvez parler le corse de n'importe quel endroit de Corse, avec quelqu'un qui parle un autre corse d'un autre endroit de Corse, personne ne va vous faire des remarques en disant « oh, il est bizarre ton corse, pourquoi tu dis ça comme ça ?» Tout le monde trouve normal, dans ce pays-là, que les gens parlent de façon différente, que vous soyez du village, de la ville, de la montagne, de la côte, du nord, du centre ou du sud. Et puisqu'il y a une interacceptation des variétés, l'idée c'est de dire il faut la respecter. Pourquoi voulez-vous qu'on en choisisse une pour en faire une variante standardisée? Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous en choisissez une? Les autres, ils vont dire « pourquoi eux ?» On n'en veut pas. Et du coup, le travail de promotion va être empêché par les conflits internes. Et du coup, ils ont mis en place un système d'écriture de la langue corse avec l'alphabet latin, évidemment, hein, inspiré du système italien parce qu'ils sont dans la sphère italienne et ils y ont longtemps été.
il y a des proximités linguistiques, hein, qui est une orthographe transparente, c'est-à-dire que quand vous voyez comment un mot s'écrit, vous savez comment il se prononce. Vous n'avez pas besoin de deviner ou de demander, ce qui est d'ailleurs déjà le cas en italien. Hein. Vous voyez un mot italien, vous savez comment il se prononce, vous ne pouvez pas avoir d'hésitation. Je ne connais pas d'exemple, et pourtant j'ai grandi en partie en italien, c'est une langue que je pratique presque quotidiennement, sauf quand je suis ici. Je ne connais pas d'exemple de mot, vous allez vous dire, mais comment on prononce ce mot-là? C'est bizarre comment il est écrit. Hein. Orthographe transparente, écriture des variations. Ah, écriture des variations, ça veut dire que si vous ne prononcez pas pareil, vous n'écrivez pas pareil. Du coup, il n'y a pas une forme fixe unique du mot. Il y a des formes possibles du mot selon comment les gens le prononcent. Alors là où ils prononcent I, on écrit I. Là où ils prononcent E, on écrit E. C'est pas plus compliqué que ça. Mais quand vous le voyez, je vous donne un exemple. Hein, presidente ou presidenti, tout le monde comprend président. Hein. Il faudrait vraiment être d'une très grande mauvaise foi, surtout que de toute façon, c'est dans un contexte, etc. Vous voyez bien. Hein. Bon. Et il y a des conséquences didactiques, et ça, c'est plus intéressant parce qu'il y a des résistances très fortes pour l'enseignement. De dire, on va enseigner la langue dans sa variation, on ne va pas élaborer une variante scolaire pour enseigner, on va enseigner la langue comme les gens la parlent. Comme les enseignants la parlent, comme on la parle dans l'environnement des enfants, comme on l'entend parler par les gens autour, avec l'idée que on va se sensibiliser, se familiariser avec les autres variétés de la langue, de telle sorte que quand vous allez entendre des gens qui parlent corse autrement, ils parlent corse, quoi. C'est pas un problème. À la rigueur, vous remarquerez qu'ils ont un accent, un peu comme dans la francophonie. On entend une personne parler et on dit « Tiens, elle a une prononciation un peu différente de la mienne ». Si ça s'arrête là, c'est bien. Si après ça passe à la moquerie, voire à l'humiliation, là on passe une ligne rouge, vous voyez. Alors je vais vous donner un exemple que je connais bien d'application de cet exemple corse à ma langue familiale, à ma langue régionale qui est le provençal. Donc, vous voyez, le provençal, c'est une langue qui est parlée ici. Il y a le provençal de la côte et de la vallée du Rhône, et puis il y a le provençal de la montagne, qu'on appelle le provençal alpin, puisque c'est dans les Alpes. Qu'est-ce qu'on a fait pour cette langue-là ? On a constaté qu'il y avait en gros 3 grandes variétés, que les gens se reconnaissent en disant « à toi, tu es de la montagne », ça s'entend à ta prononciation, aux mots, à la façon dont tu conjugues les verbes, éventuellement à quelques marques du pluriel, et tu parles ce qu'on appelle le provençal gavo. Les gavos, c'est comme ça qu'on appelle les gens de la montagne en Provence. Hein. Où on va entendre les gens qui parlent le provençal de la vallée du Rhône, et on va reconnaître notamment leur prononciation, mais un certain mot particulier, immédiatement, on identifie une variété. Toi, tu parles le provençal de la vallée du Rhône. Et puis, il y a la plus grande partie de la Provence, moi je suis originaire d'ici, hein, c'est le provençal que je parle, où les gens reconnaissent aussi, et ils vont vous dire « Ah ouais, toi, tu es de tel coin parce que tu as telle prononciation des pronoms, parce que tu dis tel mot plutôt que tel autre, etc. » C'est pas un problème parce que tout le monde le sait, ou disons, à une certaine époque, tout le monde le savait. Parce que les gens ont toujours circulé, et donc on savait comment les gens parlaient à côté. Même, il y a des moqueries, il y a toutes sortes de choses comme ça, vous savez, les sobriquets, etc. Donc on se dit, si on veut développer une promotion de cette langue, puisque les gens connaissent bien 3 variétés et qu'ils y sont très attachés, on est obligé de respecter ces 3 variétés. Il n'est pas possible de faire autrement. Et donc on se dit, comment on va faire ? Quel exemple on va prendre pour nous aider à élaborer notre politique linguistique ? Coup de bol, nos voisins juste en dessous, là, il suffit de faire un peu de bateau, les Corses, ils avaient trouvé la solution. Et comme il se trouve que Marseille est la plus grande ville de Corse, puisqu'il y a plus de Corses à Marseille que dans n'importe quelle autre ville de Corse, on les fréquente, les Corses, on les connaît, on les entend parler, enfin bon, voilà. Du coup, le modèle était tout prêt. Puis on est dans le même univers culturel. On est dans ce monde italique, dans cette partie de la Méditerranée, des gens qui se côtoient depuis des millénaires, pour lesquels il n'y a jamais eu de frontières. On a tous des ancêtres italiens, piémontais, génois. Les gens ont toujours passé ce qui est devenu une frontière, etc. Donc il y avait une espèce de comment on pourrait dire, de connivence culturelle qui permettait qu'on regarde d'abord nos plus proches voisins. Et je vous dis ça parce qu'il est possible que vous, dans votre univers, vous ayez des connivences culturelles avec des voisins qui pourraient vous donner des bonnes idées ou à qui vous pourriez donner des bonnes idées. Alors, on a dit, ok, on va mettre en place une approche polynomique, donc interacceptation des variétés. Tu parles comme on parle à Arles, je parle comme on parle à Toulon, tu parles comme on parle à Sisteron, c'est pas un problème. Mais on va même l'écrire.
puisqu'on veut donner une légitimité à toutes les variantes et qu'on ne veut en sélectionner aucune. Alors, je vous donne un exemple, c'est ma seule diapositive un peu technique, hein, vous m'excusez. Je vous donne un exemple, ici vous avez la même phrase qui est dite ici dans la variété que je parle moi, ou quasiment, parce que je ne prononce pas ça tout à fait pareil, hein, qui est le provençal qu'on parle sur la côte et dans l'arrière-pays. Et puis ici, vous avez l'exemple de la même phrase telle qu'elle se dit dans le provençal qu'on parle dans la vallée du Rhône. Alors, je vous ai mis un petit code de couleur pour ceux qui sont un peu linguistes. J'ai surligné en jaune les différences morphologiques. J'ai souligné en bleu les différences lexicales, ce n'est pas les mêmes mots. Et j'ai surligné en rouge les différences de prononciation. Et donc, je vais vous les lire pour que vous entendiez que c'est quand même assez proche mais différent. La première, c'est... Attendez, si je l'ai sous les yeux, c'est mieux. Viennent tutti lei fremo e lei picciuno vestido me fueso culu che son vengudo canta e porta do villaggi. La deuxième, c'est Veson tutti li fumo e lizzato vestido me forso culur che son vengudo canta e porta do villaggi. On entend déjà des petites différences de prononciation. Qu'est-ce qu'on fait? On les écrit. Alors, ça, c'est il voit, donc on voit en fait. Hein, c'est comme ça qu'on dit le on en provençal en mettant la troisième personne du pluriel. Ben, vous voyez que eux, ils disent vesum, nous on dit viens. Moi je dis viens, j'écris viens. Je ne vais pas écrire comme les gens de la vallée du Rhône. Et eux, ils disent vesum. Ils ne vont pas écrire viens, ils écrivent vesum. Tutti, on le dit pareil. Nous, le pluriel, il se fait en ei. Donc on dit lei fremo et lei picciuno. Eux, le pluriel, il se fait en i. Et ils disent li. Alors, ils ont une autre différence, mais bref, ils disent li femo et lizzato. Ben, nous, on dit lei, on écrit lei. Ils disent li, ils écrivent li. Tout le monde est content. Si on les oblige à écrire lei, ils vont dire, bah non, nous, on ne dit pas lei, on dit li. Pourquoi on va écrire comme eux à côté, là-bas, là? Et si nous, on nous dit, il faut écrire li, bon, ben, pourquoi vous voulez qu'on écrive li? Tout le monde dit lei. On va écrire comme ça. Parce que, expérience, ayant montré à ma propre grand-mère, dont c'était la langue maternelle et qui a appris le français à l'école, des textes écrits en provençal, elle les a reconnus et elle les a oralisés immédiatement. Je vais montrer la couverture d'une revue en provençal, elle m'a lu immédiatement, elle a tout à fait reconnu et su prononcer sa propre langue. Et ça, c'est absolument fondamental si on veut entraîner la population dans la revitalisation de la langue. Alors, vous voyez qu'il y a aussi des mots qui ne sont pas les mêmes. Nous, on dit les picciuno pour dire les petites, les filles, en fait. Hein. Ça veut dire les petites. Eux, ils disent lizzato. On sait qu'ils disent lizzato, on se moque d'eux, même lizzatarlatenco, voilà. On n'a pas les mêmes mots. Pourquoi voulez-vous qu'on dise le bon mot, ça sera celui-là, ou ça sera celui-là? Pourquoi il y aura un mot qui serait meilleur que l'autre? Nous, on dit, chacun dit comme il veut, c'est pas le souci. Vive la liberté. Ouais, j'ai l'heure ici. Regardez ici, vous avez les différences de prononciation. Par exemple, ça veut dire beaucoup. Moi, je dis foisson, en plus, je ne dis pas fouesson. Moi, je dis foisson, j'écris foisson. Les gens qui disent fouesson écrivent fouesson, et dans la vallée du Rhône, où on dit forçon, ils écrivent forçon. Mais évidemment, quand on le lit, tout le monde sait quel mot c'est, il n'y a aucune ambiguïté possible. C'est pas très compliqué, c'est même pas compliqué du tout. Et vous voyez ici, par exemple, nous, on diphtongue devant les voyelles toniques, donc on dit poirto. Eux, ils diphtonguent pas, ils disent porto. Ben, nous, on écrit la diphtongue, ils n'écrivent pas la diphtongue. Nous, on dit villaggi, eux, ils disent villazze. Ben, nous, on met un i, eux, ils mettent un e. C'est ça le principe d'une écriture polynomique. Le système corse, c'est pareil, sauf qu'il est moins avancé dans la reconnaissance des variétés locales parce qu'ils l'ont élaboré plus tôt. Nous, on va vraiment très loin dans l'écriture des variétés locales. Qu'est-ce que ça donne quand vous regardez? Ben voilà, je vous ai mis juste des exemples. Ici, vous avez une revue qui porte, alors elle est publiée dans la région rhodanienne, donc c'est écrit en provençal du Rhône, mais disons Provence, ça veut dire je m'appelle Provence. Vous avez la traduction en français, vous avez la variété maritime ici, Midiem Provence. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et dedans, vous avez un article écrit en provençal alpin, en provençal de la montagne, et on écrit le provençal de la montagne tel qu'il se dit, tel qu'il se parle, tel qu'il se prononce. Ici, vous avez la revue du département des Bouches-du-Rhône, préfecture Marseille. Alors, chaque mois, il y a un article en provençal. Ici, c'est un article sur le fait qu'on ait désormais mis les annonces sonores en provençal dans le métro de Marseille. Comme ça parle de Marseille, c'est écrit en provençal comme on le parle à Marseille. Le mois suivant, vous avez un article sur un événement qui s'est passé dans le pays d'Arles. C'est écrit en provençal tel qu'on le parle dans le pays d'Arles. Comme ça, tout le monde, d'un mois sur l'autre, trouve sa variété. Elle a la même légitimité que l'autre.
Ici, vous avez un dictionnaire français provençal et regardez, si vous cherchez comment on dit un mot, vous avez différentes variantes. On vous dit en Provence-Orientale, on dit can, féminin cagno. Cing est le seul en usage à l'ouest de Toulon et de Brignoles, etc. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on vous dit comment on traduit la langue, on vous dit la diversité des mots utilisés dans la langue. C'est pas très compliqué, ça tient quand même dans un dictionnaire. Ça n'empêche pas de faire un dictionnaire. Ici, vous avez le premier manuel d'enseignement du provençal au collège et au lycée qui a été publié par ce qui s'appelait à l'époque le CRDP, dans les années 80, écrit par Pierre Vouland. Dans la variante premier niveau pour le collège, tous les dialogues étaient dans 4 variétés. Vous choisissiez la page avec la variété que vous vouliez. Et dans la version pour le lycée, tous les dialogues étaient dans 6 variétés. Donc, c'est faisable. Ce n'est pas la peine d'en choisir une seule. Ici, vous avez toute une série de manuels qui ont été publiés ces dernières années, soit d'auto-apprentissage grand public. Celui-là, c'est celui que vient de publier l'Académie d'Aix-Marseille pour l'enseignement du provençal au lycée. Et si vous les ouvrez, mais je n'ai pas le temps de vous les ouvrir, vous les regardez tous, vous verrez qu'à l'intérieur, vous avez toutes les variétés de provençal qui sont écrites de telle sorte qu'on les reconnaisse et qu'on sache les prononcer. Ça, c'est la grande méthode assimile de provençal que je connais bien parce que c'est moi qui en suis l'auteur. Et je voulais juste vous montrer une chose. Ici, vous avez le tableau que j'ai fait moi-même personnellement sur Excel quand on a été enregistrer les dialogues dans un studio. Et vous voyez qu'il y a donc les personnages qui sont dans les dialogues et vous voyez que vous avez ici les variations. Rhodanien femme, rhodanien homme, maritime femme, Gaveau homme. Et donc, vous pouvez entendre tous ces gens parler dans plusieurs variétés de provençal, beaucoup moins dans le provençal Gaveau, parce que la nécessité de réapprentissage est moins grande étant donné qu'il y est beaucoup plus parlé. Donc il est participe moins à cette promotion-là. Avantage, et je termine avec ça. Si on adopte une approche souple comme ça, simple et souple comme ça, on gagne énormément de temps parce qu'on va réduire, voire supprimer totalement les désaccords entre les gens. Les désaccords sur la graphie, ça, tout le monde connaît ça. On n'est pas d'accord avec la façon dont vous voulez qu'on l'écrive. Nous, on ne veut pas de cette graphie-là, nous, on veut une graphie comme ça. C'est partout pareil pour toutes les langues minoritaires. Les gens ne sont pas d'accord sur la graphie. Si on part sur un principe simple, l'écriture d'une langue, c'est l'écriture de sa prononciation, biunivoque, un son, une lettre, un son. On pose ce système-là, ça marche pour tout le monde, et ça permet d'écrire toutes les variétés. Pas de débat sur la norme, puisqu'il n'y a pas de norme. Toutes les variétés sont acceptées à égalité. Il n'y a pas le bon ningonais et le mauvais ningonais. Il n'y a pas le vrai ningonais de Lille et puis le pas bon ningonais que parlent ceux qui vivent ici à Nouméa. Enfin, vous voyez bien, non, tous les ningonais sont bons. C'est très bien. Donc, on ne va plus avoir de raison de se disputer. Mais pourquoi eux et pas nous? Même chose pour la question des attachements, évidemment, parce que la plupart du temps, les gens ont développé des attachements très forts à leur variété familiale de proximité, puisqu'on a réduit l'usage de leur langue à n'être qu'une langue de proximité. Du coup, les gens ont investi un attachement affectif très fort, et c'est normal. Et vous ne pouvez pas les priver de cet investissement affectif et leur dire « Non, mais ça compte pas. Maintenant, ça va être une langue écrite et une langue administrative. » Donc, non. Vous êtes obligé de répondre à l'attachement des gens. Sinon, ça ne va pas marcher. Les gens ne vont pas vous suivre. Alors, une politique linguistique qui n'est pas suivie par la population, elle est vouée à l'échec. On gagne du temps. On gagne de l'efficacité. On gagne de l'énergie. On éduque les gens à accepter la diversité linguistique. On sort d'un modèle dominant au lieu de le reproduire, parce qu'en fin de compte, ce qu'on conteste, c'est la domination d'un système linguistique sur d'autres. Et il y a peut-être même d'autres avantages selon les différentes circonstances dans lesquelles on se trouve. Je ne vous cache pas qu'on peut rencontrer quelques difficultés. D'abord, justement, parce que c'est un modèle alternatif, que les gens sont tellement habitués au modèle dominant que quand on leur dit qu'on peut faire autrement, ils sont un peu étonnés. Et éventuellement même, ils vont résister en disant « Mais non, c'est pas possible, on ne peut pas faire comme ça. » Il faut convaincre les gens de la légitimité et de la pertinence d'un modèle alternatif. Et puis, selon les lieux, ici, en Provence, en Bretagne, en Corse, en Guyane, à La Réunion, il va y avoir localement d'autres obstacles à vaincre qui ne sont pas les mêmes partout, parce qu'il ne faut pas oublier la spécificité de chacune de ces situations. Voilà, et comme ça, vous verrez à quoi ressemble mon petit village natal, où on parlait provençal quand j'étais enfant. Gramercy en tutti. Chaleureux, sincère, etc. Ta conférence
qui est vraiment très très intéressante, qui est une performance aussi, hein, parce que c'est pas évident d'arriver à résumer en une heure pile l'objectif de ta conférence et puis de rappeler aussi les différentes dimensions de la beauté politique, comme on en a discuté dans la voiture aussi, le fait que peut-être ici la dimension très importante qui est celle du droit a été peut-être trop pas assez investie pour l'instant dans la question de la planification linguistique. Après, tu connais, ici en Nouvelle-Calédonie, une des grandes difficultés, on en a parlé cette semaine dans le cadre de la masterclass de Taxi c'est le millefeuille institutionnel. Voilà, un peu l'État, le gouvernement, les provinces, les mairies, etc., qui compliquent grandement les choses, en tout cas dans l'enseignement des langues kanak, qui sont bien sûr quasiment toutes minorées et minorisées. Donc un grand merci. Donc il nous reste à peu près 45 minutes pour les échanges, puisqu'après, Suzy Garnier, notre collègue de la conférence en linguistique océanienne, travaille aussi une semaine très dense avec des artistes. Et donc ce soir à 18h, c'est la restitution de cette résidence donc, de Gagne, et en même temps la soirée Ilanica, puisque Suzy est initiatrice d'une soirée d'édition, c'est la 4e cette année, de chant, d'une soirée qui regroupe des chorales en langue de kanak. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avions avancé la conférence de Philippe Blanchet à 16h au lieu de 18h, et nous avions trouvé que ça faisait une très belle continuité entre les échanges très théoriques, peut-être un peu par moments qui peuvent paraître hors sol, et puis des exemples concrets d'autopolitique, d'action, de valorisation qui viennent du bas, qui sont collectives, qui sont aussi croisées entre des enseignants, des artistes, etc. Donc, une très belle soirée. Voilà, donc la parole est à vous. Pour des questions, pour des témoignages. Pour des idées aussi. Des idées, voilà, tout ce que vous voulez. Alors la question c'est toujours, quelle est la première personne qui va montrer le mouvement? Vas-y, merci. Une question pour un prof de provençal, un peu personnel. Le dictionnaire de Mistral, Ouais. Il est en quelle variante? Il est déjà comme ça, il est dans toutes les variantes. C'était déjà le cas au 19e siècle. C'est fin 19e le dictionnaire de Mistral. Ouais. C'était déjà... L'idée c'était qu'on ne pouvait pas choisir une variante et qu'il fallait les prendre toutes. Bon, c'est aussi lié au côté un peu, vous savez, comment on pourrait dire, un peu anarchiste des Méditerranéens qui ne veulent pas suivre les règles. Enfin bon, voilà. Pas vraiment. Non. Il a été révolutionnaire, cela dit quand même. Oui, monsieur. Oui, moi, merci pour cette intervention aujourd'hui. J'ai beaucoup appris beaucoup de choses. Simplement, vous comprenez bien que le fait de dire que nos langues sont menacées, le poids du colonialisme ici en Nouvelle-Calédonie est puissant. Vous dites effectivement qu'il y a des langues qui ont complètement disparu. Donc c'est le résultat de cette colonisation qui est encore en cours. Moi, quand vous dites qu'il y a effectivement des régions où il y a très peu de locuteurs, moi je suis d'une région où on essaye plus ou moins de faire en sorte que la langue elle reste présente dans nos familles. Et on parle de la coutume, et on dit, parce qu'on sait très bien que dans nos écoles et dans nos lycées on parle français, on maintient la coutume parce qu'on se dit que la coutume doit concourir à favoriser la pratique des langues, et notamment des langues kanak, et les événements coutumiers, mariage, deuil, adoption, doivent permettre la compréhension élaborée, parce qu'on a bien compris que quand vous dites les langues elles sont menacées, chez nous, on a la langue courante, mais il y a très peu qui parlent la langue de la coutume. Et ça concourt aussi à faire en sorte que les langues s'appauvrissent. Donc on sait très bien que plus on va, la coutume elle est de moins en moins utilisée par
donc ça perd. Alors, il y a une autre question que je voulais, qui va dans ce sens, c'est qu'on se dit que l'hégémonie de la langue française, elle est favorisée par le fait que nous venons souvent aussi de régions de langue vernaculaire différentes quand on fait la coutume. Quelqu'un qui vient d'Ifou, nous qui sommes de la Grande-Terre, qu'est-ce qu'on fait? Vous dites, il y a le parasite qui vient, c'est le français qui vient, on va peut-être traduire en français. Et ça amène que, moi, je mets ça comment dire ça en parallèle. J'aborde le problème de la fonction statutaire et notamment de la pratique de l'enseignement et des tentatives d'apprentissage qui sont calquées, quand on veut parler nos langues. Je sens qu'il y a une résistance ou même une paresse intellectuelle sur la langue française qui est du même acabit quand on parle moi je mets ça sur le même acabit, c'est qui est utilisé dans le droit coutumier et le droit civil. On essaye d'appliquer le droit civil français de la même manière si on doit condamner ou essayer d'expliquer les faits. Et je trouve que c'est la même chose. Bien sûr, c'est le même processus. Voilà, c'est le même processus. Donc, du coup, nous, on est sous une double peine. Oui, vous n'êtes pas les seuls, hélas, mais oui, vous êtes sous une double peine, parce qu'en général, les processus de domination ne s'exercent pas qu'à travers un seul moyen ou dans un seul secteur. Ils s'exercent dans leur objectif sur la plus grande partie des moyens de vie sociale et dans tous les secteurs de la vie sociale. Et l'exemple que vous donnez de la pratique de la coutume en langue autochtone, c'est un exemple de ce qu'on appelle la réduction des espaces, c'est-à-dire que les langues dominantes repoussent les usages des autres langues dans des espaces sociaux de plus en plus restreints, les chassent de certains espaces, de telle sorte qu'à un moment donné, l'étiolement aboutit à ce qu'il n'y ait plus aucun espace et que plus personne n'utilise la langue. Alors ça prend plusieurs générations, mais ça finit par arriver, manifestement, d'après ce que dit l'UNESCO. Sur l'autre élément, la question, oui, mais quand on parle des langues différentes, on a besoin d'une langue tierce. Alors, oui et non. Oui, vous avez raison. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on ait aussi des langues véhiculaires qui nous permettent de communiquer avec des gens qui n'ont pas de langue en commun avec nous. Moi, je parle aussi anglais, je parle aussi espagnol, et quand j'ai été dans des pays, j'ai appris la langue des gens pour essayer de parler avec eux. Et je trouve ça très bien qu'on ait d'autres langues. L'idée, c'est pas de remplacer un monolinguisme par un autre. Simplement, c'est au minimum de rééquilibrer les termes d'un bilinguisme, parce qu'il est extrêmement déséquilibré, mais pas forcément de chasser définitivement. En plus, c'est difficile d'aller à rebours de l'histoire. Une langue qui a pris une place aussi importante dans une société. Regardez dans les anciennes colonies françaises qui ont accédé à l'indépendance il y a maintenant bientôt un siècle, pas loin, 70, 80 ans, le français reste dans la majorité des cas, même quand il n'a pas de statut de langue officielle, mais dans la majorité des cas, la langue d'enseignement est la langue officielle, la langue de l'administration. En Algérie, qui est un pays que je connais bien pour y avoir beaucoup travaillé, le français n'a aucun statut, mais il reste la langue de la vie quotidienne d'une partie de la population, il reste la langue de l'administration, alors pas officiellement, mais dans les faits, les gens remplissent tous les formulaires du côté où c'est écrit en français et rarement du côté où c'est écrit en arabe, il reste pour partie la langue de l'enseignement, etc. Donc, quand on a subi cette histoire-là, aller à rebours de cette histoire, c'est très compliqué, et peut-être que avant d'essayer, parce que je peux comprendre qu'on ait ce projet-là, ça s'argumente et ça peut se légitimer, de se débarrasser de cette langue qui est arrivée là, se dire, mettons notre énergie pour redonner de la place à notre langue à nous à côté de celle-là, plutôt que de mettre de l'énergie pour la faire sortir complètement. Et puis n'oubliez pas qu'il y a une alternative à ça, et il semble bien qu'ici elle existait avant la colonisation, c'est l'intercompréhension. C'est le fait que quand les gens ont l'habitude de se fréquenter en parlant des langues différentes, ils apprennent les langues les uns et les unes des autres, parce que les humains sont faits pour ça. On a tous une capacité au plurilinguisme inné. On est avec la capacité de parler plein de langues, et c'est très facile. La preuve, c'est que vous regardez des enfants grandir avec plein de langues, ça leur pose aucun problème. Aucune question ne se pose sur le fait qu'ils parlent 3 ou 4 langues. Moi, j'ai vécu en Afrique sahélienne. La plupart des gamins parlaient au moins 4 ou 5 langues à 5 ans. Tout le monde trouvait ça d'une grande banalité. Donc, c'est possible. Le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait une situation sociale qui rende possible qu'on rencontre suffisamment souvent la langue des autres pour, sinon apprendre à la parler, au moins apprendre à la comprendre. Du coup, on pourrait imaginer
qu'une coutume se fasse, chacun parlant sa langue et étant compris par l'autre, ce qui éviterait de passer par le français. Et je pense qu'à une certaine époque, ici, c'est comme ça que ça se passait, parce que je n'imagine pas un instant que les peuples kanaks de cet archipel ne se parlaient pas et ne se rencontraient pas. Forcément, ils se rencontraient, forcément, ils se déplaçaient, forcément, ils se parlaient, forcément, ils collaboraient, et donc, ils savaient les langues les uns des autres. Et puis un jour, le français, d'abord l'anglais, puis le français est arrivé, et on a cassé tout ça. C'est peut-être aussi un projet de quelque chose à reconstruire. Ah, je sais pas. Moi, j'ai une question plutôt socio-linguistique, là. Parce que là c'était toujours la même ère, mais quand il y a des déplacements de population, des migrations, Oui. les générations, au fur et à mesure, elles vont perdre leur langue ou vont être enseignées. Et après, parfois, il y a des phénomènes de réappropriation. Oui. Là, pour ma part, c'est une réappropriation, mais il y a aussi le problème de parents qui corrigent trop alors que les enfants ne sont plus immergés. Par exemple, l'indonésien, c'est une langue parafixe. C'est très compliqué, une langue parafixe, surtout qu'il y a des sons qui changent. Donc ma collègue me disait que ses parents la corrigeaient se faisaient tout le temps corriger parce que c'était pas les bons affixes. Donc il y a aussi ce phénomène-là où... Alors, deux choses. D'une part, quand il y a un phénomène de réappropriation, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu. D'une part, il y a le fait que quand il y a des groupes de population suffisamment importants qui ont emporté leur langue avec eux, la vie dans un autre univers fait qu'ils transforment leur langue et qu'ils créent une nouvelle variété. Par exemple, il y a manifestement quelque chose qui existe en France, plusieurs linguistes et sociolinguistes l'ont identifié, qu'on appelle désormais l'arabe de France, qui n'est plus ni de l'arabe d'Algérie, ni de Tunisie, ni du Maroc, ni de Tlemcen, ni de Kairouan, mais qui est un mix de tout ça, de toutes les populations maghrébines qu'on a parquées ensemble dans les mêmes cités HLM des banlieues. Donc la question c'est se réapproprier la langue d'origine du village de la grand-mère ou la langue qui continue à exister mais dont certains jeunes notamment ont été privés. La deuxième chose, c'est effectivement il y a des parents qui font ça. Le problème c'est que ces parents sont des victimes de l'idéologie linguistique et que c'est pas de leur faute, ils y peuvent rien. On a passé le temps à leur dire qu'il y a des bonnes façons de parler la langue et qu'il y en a des mauvaises. Que quelqu'un qui est bilingue, c'est quelqu'un qui serait doublement monolingue. Les gens ont ça dans la tête. Alors vous essayez de parler l'indonésien ou d'autres vont essayer de parler n'importe quelle langue, y compris une langue d'ici. Évidemment, au début, quand on apprend, on tâtonne, comme les enfants qui grandissent quand ils apprennent une langue. Et au lieu de leur laisser la place en leur disant le principal c'est qu'ils essayent, ça va marcher, on va les accompagner, on va les valoriser, on a pris la mauvaise habitude et on fait les maîtres et les maîtresses d'école à l'ancienne et on les corrige. Et en les corrigeant, on les empêche d'apprendre. Donc il y a un vrai problème. Mais ça aussi c'est un résultat de la domination linguistique. On a mis ça dans la tête des gens alors que spontanément, les gens ne se comportent pas comme ça. Spontanément, les gens sont bienveillants avec les gens qui essayent de parler leur langue. Moi, partout où j'ai essayé d'apprendre la langue des gens, par exemple l'arabe maghrébin, en l'occurrence l'arabe algérois, jamais personne m'a corrigé en me disant c'est pas comme ça qu'on dit. Et pourtant, je vous garantis que j'ai dû en faire des belles. Hein. Mais ils étaient tellement contents d'avoir un roumi qui est arrivé de l'autre côté de la Méditerranée et qui leur disait des trucs dans leur langue que ils étaient contents. Ils disaient ouais, Philippe il parle arabe, de toute façon il est comme nous. En plus il vient de Marseille. Mais bon, vous voyez, il y a l'idée d'éveiller une bienveillance et une hospitalité linguistique. Et il y a des gens qui en ont été privés. C'est pas qu'ils sont foncièrement inhospitaliers ou malveillants, c'est parce qu'ils vivent dans une société où on leur a mis ça dans la tête. Parce qu'on a des modèles de normes. Si on abandonne les modèles de normes et qu'on dit chacun peut bien parler comme il veut, le principal c'est qu'on se parle, il y a des chances que ça se produise plus. Oui, merci pour ces informations. Je voulais vous demander pour les langues kanak, est-ce que vous avez essayé de retranscrire de façon un peu transparente, parce qu'ici on a quand même des langues à ton. On a aussi des fois des langues qui ont des sons qu'on ne retrouve pas en français. Donc comment, voilà, ça c'est peut-être la première question. Est-ce que, deuxième question, chez vous, dans cette région de la province, est-ce que vous avez des écoles pilotes, je ne sais pas comment vous les appelez, du style des écoles d'Iwan qui existent en Bretagne? Est-ce que vous avez ce genre d'expérience qui pourrait nous être bien utile ici parce qu'on a du mal? Et puis,
troisième question, Je vais essayer de ne pas les oublier. peut-être qui s'adresse à Véronique Filleul. Ah, bon. Comment faire quand même pour essayer d'avancer, parce que ça fait quand même, Eh oui. depuis le début des accords, on essaie de travailler sur les langues kanak, d'avancer. Maintenant, on parle aussi des langues océaniennes, mais on n'y arrive pas, quoi. Et puis les langues se meurent. Eh oui. Les langues se meurent. Là, je voyais votre carte sur le Hangul. Il n'y a plus aucun élève qui prend le Hangul. Mhm. La langue de Wailou, qui a été la langue de l'évangélisation du pays, plein d'endroits à Wailou, On n'en parle plus. on parle plus. On est allé dernièrement à Wailou et les gens nous disaient que dans la vallée, dans l'une des deux vallées où les gens encore parlent le Hangul, c'est fini, c'est le français de la vie qui a pris la place. Donc, comment faire? On a des incohérences mais énormes dans le système. Ah oui. Le Hangul est enseigné au collège de Rony. Le lycée public, qui est à 1 heure de route, n'enseigne que le Hangul. Les élèves de Wailou qui ont fait du Hangul dans le collège, ils passent au lycée, c'est fini, il n'y a plus leur langue. Enfin, il y a des incohérences, mais énormes. Comment faire pour simplifier, comme vous avez réussi à le faire pour la transcription des langues? Pourquoi on n'y arrive pas pour simplifier et arriver à l'essentiel? Alors, sur la première question, il y a des personnes ici qui sont bien plus compétentes que moi, mais ce que je peux vous dire, c'est que par principe, n'importe quel alphabet, en l'occurrence un alphabet qui n'est pas syllabique, hein, qui est son par son, peut, en étant aménagé, transcrire tous les sons possibles. C'est pas compliqué. D'ailleurs, il y a des tas d'adaptations de l'alphabet latin dans des tas de langues du monde, dans lesquelles on a transcrit des sons qui n'existent pas dans les langues latines pour lesquelles l'alphabet latin a été élaboré. D'ailleurs, même déjà, quand il s'est agi d'écrire le français ou l'espagnol, il a fallu transformer les usages de l'alphabet latin parce qu'il n'était pas fait pour transcrire les nouveaux sons qui sont apparus dans ces langues romanes-là. Donc, on peut toujours adapter, transcrire tout ce qu'on veut, transcrire les tons. Il y a des tas d'exemples où on voit que ça marche. Après, moi, je ne sais pas comment c'est mis en œuvre effectivement, quelles sont les difficultés qu'on rencontre, mais on en a parlé hier, on était à l'Académie des langues kanak. Si j'ai bien compris, et je parle sous le contrôle des gens qui savent, moi je ne sais pas, il y a bien quand même l'idée d'essayer de mettre en place un système de transcription le plus fidèle et le plus simple possible. On nous expliquait même hier que quand il y avait des distinctions qui étaient trop compliquées à transcrire pour pas compliquer l'écriture, on les abandonnait, on les mettait pas pour que l'écriture soit plus simple. Donc il me semble bien qu'il y a à la fois une possibilité et même une volonté d'aller dans ce sens-là. Ça, c'est la première question. La deuxième question, ah oui, est-ce qu'il y a des écoles ? Oui, il y en a. Alors chez nous, on n'a pas trop parié sur l'immersion, y compris parce que comme nous sommes devenus minoritaires dans notre propre pays, c'est très difficile de faire fonctionner des écoles immersives parce qu'il faut avoir suffisamment d'élèves pour qu'elles fonctionnent. Il y a des tas d'endroits en Provence où il n'y a plus de provençaux, où il y en a tellement peu perdus dans la population qu'ils n'ont pas les enfants pour créer l'école. Donc on est plutôt dans des filières, on appelle ça d'enseignement renforcé, où les gamins vont avoir à l'école 5 heures de cours en provençal ou 2 provençal, ça dépend. Souvent, c'est à la fois 2 et en au primaire. Je ne connais que 2 exemples d'écoles de type immersive. Par contre, inspirez-vous de ce qu'ont fait Diwan, de ce qu'ont fait les Ikastola aux Pays-Bas, c'est eux qui ont inventé ça. Hein. Pas oublier que les premiers, c'est les Basques. Hein. Des calandrettes en Occitanie, et puis dans plein d'autres pays du monde, il n'y a pas de raison qu'on s'inspire que d'exemples français, hein, d'écoles de ce type-là, pour voir comment on peut mettre en place un système qui soit effectivement très efficace pour retransmettre une langue dont la transmission est fragile ou même interrompue. C'est pas impossible. On connaît des tas d'endroits, il y a des langues que les gens ne parlaient presque plus ou ne parlaient plus du tout, et où on a revitalisé la pratique des langues. On peut faire ça. Mais il faut s'en donner des moyens. Quel exemple ? Il y en a un qui est très célèbre, hein, le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'hébreu. Plus personne ne parlait hébreu plusieurs siècles avant Jésus-Christ, il ne faut pas l'oublier. C'est une langue qui est éteinte depuis des millénaires. Et puis on a créé un État dont c'est devenu la langue de la vie quotidienne. C'est possible. Oui, les rabbins lisaient l'hébreu comme les curés lisaient le latin, mais pas plus que ça. Hein, voilà. On n'a pas perdu la mémoire de la langue, mais
c'était plus la langue usuelle de personne. Voilà, je connais des exemples en Amérique, notamment en Amérique latine aussi. Donc c'est faisable, il ne faut pas désespérer. Par contre, il faut se convaincre que la question de la langue dans une société, c'est une question centrale. Ce n'est pas une question marginale. Et ça, peut-être, c'est quelque chose qui manque. De se dire qu'il n'existe de lien social que parce que nous avons des langues pour entrer en relation les unes avec les autres. Je peux peut-être faire la transition. Vas-y. Déjà, je n'ai pas la réponse à ta question, comme ça d'entrée. Effectivement, à partir de 2000, on a commencé les premières enquêtes sociolinguistiques, donc on en est à un petit peu plus de 20 ans maintenant. Ensuite, avec Claude Lercari, Jacques Darnoudon, ensuite Claire Colombel, elle a fait carrément son doctorat là-dessus. Donc on a beaucoup analysé quels étaient les blocages, les résistances. Donc je ne vais pas te les apprendre, tu les connais aussi bien que moi. La complexité ici en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a un cumul. Donc, tout à l'heure, on a parlé du feuilletage institutionnel qui complique les choses en termes de décision, donc de mise en œuvre, d'aménagement, ce qu'on appelle l'aménagement. Mais sinon, les résistances, on les connaît, elles sont politiques. Politiques, idéologiques, organisationnelles. Voilà. Donc, politique, on voit bien qu'il n'y a pas d'issue. Idéologique, oui, là on peut travailler par contre dessus. Donc on a fait beaucoup de propositions collectivement et on est tous complètement d'accord là-dessus. C'est tout ce qui est éducation à la diversité linguistique, donc des activités d'éveil aux langues avec des dénominations différentes, etc. et des effets très très positifs. Voilà, là on peut faire un petit peu collectivement et on arrive un petit peu à changer, modifier les représentations. Et ensuite, sur le plan organisationnel, c'est un petit peu plus compliqué, mais comme chaque province a quand même un petit peu une marge de manœuvre, je pense que c'est aux provinces à essayer d'avancer sur ce dossier-là. Moi, ce que je suggère, où j'ai jamais travaillé toute seule, je ne crois pas du tout au travail, donc je crois que à la collaboration, d'où tout ce que j'ai dit tout à l'heure, d'où la présence de Philippe. Le premier gros séminaire qu'on a organisé avec Jacques Darnoudon, où il y avait 150 personnes avec énormément de monde du Pacifique, plus la Guyane qui était venue, donc des enseignants, etc., des acteurs, des artistes, c'était en 2007. Et on avait pas mal avancé. Et ensuite, d'ailleurs, à ce moment-là, les Polynésiens étaient venus en disant « Oh là là, on est en retard, etc. » Bon, depuis, les Polynésiens, ils ont bien rattrapé. Voilà, donc moi, la proposition que je vous fais, c'est voilà, faisons un festival, quelque chose, un séminaire en 2027. D'ici là, on travaille à fond pour identifier toutes les dynamiques qui viennent du terrain. Donc en termes d'action politique concrète, du bas, des enseignants, des collaborations, des artistes, etc. Et puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire voilà, pour partager tout ça dans 2 ans, enfin, un an et demi, puisqu'on est déjà fin 2025, voilà. C'est la seule... Après, l'histoire nous apprend quand même que c'est une question de moyens de pression et de rapport de pouvoir. Si vous regardez ce qui s'est passé dans la France continentale, là où la situation a le mieux évolué, c'est là où les populations locales et leurs élus ont mis des moyens très forts de pression contre l'État. Et l'État cède parce qu'il sait que sinon en face il a la guerre. Et du coup, il laisse tomber. Là où il se dit, bon, c'est pas grave, ils sont gentils. Oui, non, mais je prends cet exemple pour comparer. Donc, il y a aussi nécessité d'une mobilisation de la population, d'une action envers les politiques pour qu'ils comprennent que c'est pas une question secondaire, mais que c'est une question importante pour les gens et pour l'avenir de ce pays, de telle sorte que petit à petit, les forces se mettent en synergie, et même s'il y a un millefeuille institutionnel, qu'à un moment donné, que ça soit les provinces, que ça soit le gouvernement, tout le monde se mette d'accord sur une action partagée de politique linguistique. C'est pas impossible. On peut imaginer que ça se produise. Mais manifestement, il y a des gens qui vont pas le faire tout seuls, spontanément. Il va falloir faire pression pour que ça se fasse. Et vous avez raison, l'urgence est là. C'est clair.
En tout cas, pour la plupart de ces langues. Certaines non, hein, mais pour la plupart, oui. Donc là, ces derniers jours, on a beaucoup parlé avec des enseignants, etc. Et déjà, il y a quelques mois, j'avais été étonnée d'apprendre que il y avait une rupture dans la pratique du lingone à Marais, à partir du collège. Voilà. Et là, ce matin ou hier, on a discuté. Apparemment, il y a déjà des changements d'abandon de la pratique du djéou à l'école primaire à Lifou. Donc il y a des indicateurs. Mais là, c'est des situations où là où on peut agir. Parce que là, la situation, elle est encore potentiellement... Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que ça se renverse, pour que la langue ne soit pas abandonnée. Les dernières enquêtes socio-linguistiques, il faut en faire d'autres. Apparemment, la situation a changé considérablement dans le sens d'une rupture, qui confirme une rupture, et plus seulement à Nouméa. Puisqu'on parlait de rupture en raison du contexte urbain, etc. Apparemment, non, c'est plus le cas. Et puis faites attention, enfin si vous avez envie de faire attention, hein, c'est pas un ordre bien sûr, ça va très vite. C'est-à-dire que quand il y a une rupture de transmission, nous on en a l'expérience donc on peut en parler, hein, on l'a vécu. Hein, quand il y a une rupture de transmission, la chute est très rapide. Si on fait les courbes démographiques, on se rend compte qu'en l'espace de 2 générations, on peut passer d'une pratique presque générale d'une langue à une pratique devenue occasionnelle et ponctuelle d'une langue. Ça va très très vite. Des grands-parents aux petits-enfants, on passe, les grands-parents c'est leur langue principale, ils ne parlent quasiment que ça. Les petits-enfants, à la rigueur, la comprennent un peu et pas plus que ça. Ils connaissent 3 chansons et 2 proverbes. Et donc, non, il faut faire attention, ça va très vite. Hein. Chez nous, ça a basculé brutalement dans les années 60. Hein. À peu près dans toutes les régions de France, sauf en Alsace et en Corse, où c'est resté plus tard. L'arrêt de la transmission, c'est entre 1950 et 1970, en gros. Hein. Les générations, là, une partie ont été élevées dans les langues locales et les autres en français. Et on voit très vite les effets. Moi, quand j'étais gamin dans les années 80, on entendait encore parler provençal au marché, les voisins, etc. À partir des années 2000, c'est fini, on n'entendait plus parler provençal nulle part. Donc, si vous pensez que c'est important, faites attention parce que ça va vite. Est-ce qu'on peut penser qu'une langue dominante puisse en même temps être une langue en danger ? Enfin, théoriquement, c'est pas impossible parce qu'elle peut être dominante en ayant, si on utilise le modèle de Calvé où il y a plein d'échelles de langues qui sont de plus en plus petites et qui sont dépendantes d'une langue. Il peut y avoir une langue relativement faible qui est dominante d'une langue encore plus faible. Donc, quelque part, elle est un peu langue dominante, mais elle peut être elle-même sous la domination d'une langue plus puissante. Donc, effectivement, ça peut se produire. Mais pour ce qui relève des langues extrêmement dominantes, hein, ce que Calvé appelle la langue hypercentrale et les langues centrales, l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'allemand, le chinois, le hindi, l'arabe, non, on ne peut pas imaginer. Là, enfin peut-être dans 200 ans, j'en sais rien, moi je ne lis pas dans les boules de cristal, mais là, non, il n'y a aucun danger, absolument aucun. Les discours alarmistes sur les langues dominantes sont des discours qui servent à focaliser l'attention des gens sur les langues dominantes pour que pendant ce temps-là, ils ne regardent pas les langues dominées. C'est classique pour le français. Oui ? Absolument. Pour compléter aussi ce qui a été dit, des séminaires, des rencontres aussi, où on échange sur ce qui se fait ou sur les besoins en fait. Il y en a eu un qui est de 2021, je crois, à l'initiative de la LK. Il y a eu une série de propositions de politiques linguistiques qui ont été émises. Le travail a été fait, a été déposé sur le bureau des décideurs et on essaie. Donc, c'est pas non plus. Absolument. Et je ne connais pas du tout le contexte provençal et corse, donc vous allez me dire, mais sur la tradition d'écriture qui est beaucoup plus ancienne pour ces langues-là que pour les langues saheliennes et langues kanak, j'imagine. Et je vois au niveau local, je pense qu'il y a aussi une grosse différence par rapport au rapport à l'écrit, même le rapport à l'écrit en Calédonie est de fait déjà conflictuel. Aussi un travail dès le départ là-dessus à faire avant même d'envisager peut-être une graphisation polyphonique ou tout ce qu'on peut derrière. Et il y a aussi quelque chose que je crois vraiment qui est aussi une domination très forte dans le contexte
religion. Mhm. Et le fait même de vouloir réformer ou simplifier ou modifier les systèmes graphiques locaux, ça entraîne de toucher au sacré finalement. Au texte sacré. Évidemment, et le texte sacré est un et unique et il n'autorise pas la variation. Et donc ce rapport des langues kanaks aussi à l'écriture, qui est l'écriture étant un objet sacré finalement, c'est un énorme frein. Absolument. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour il y a tout un travail idéologique et religieux très complexe. Je ne sais pas si on retrouve ça dans le contexte corse ou provençal, je ne sais pas du tout par rapport aux religieux. Bon, effectivement, pour le provençal, il y a une tradition écrite ininterrompue depuis le Moyen-Âge, une grande littérature. Ça a aidé aussi à maintenir le prestige de la langue. C'est pas vrai pour le corse. Hein. Le corse, il y a quelques traces anciennes, mais on écrivait surtout en toscan, c'est-à-dire en italien, en Corse, parce qu'ils étaient sous domination de Pise. Et donc, le corse s'écrit en fait abondamment que depuis les années 1950, 60, 70 à la rigueur. Hein. Donc, c'est pas vrai partout, même en Europe, où pourtant l'écrit occupe une place énorme dans les sociétés. Alors sur la question de qu'est-ce qu'on fait dans le rapport à l'écrit, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Je comprends bien qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui une société sans rapport à l'écrit, en tout cas une société telle que celle-ci, où l'écrit a pris la place qu'il a pris. On peut imaginer des sociétés qui fonctionnent sur un mode principalement oral. C'est pas impossible. Les humains ont fait ça pendant des millénaires, hein. Mais c'est plus le cas. Donc je comprends qu'on peut pas se passer de l'écrit, mais il faut faire attention à ne pas donner une importance non plus trop grande à l'écrit qui ferait qu'on bloque tant qu'on n'est pas capable de passer par l'écrit, parce que avant tout quand même une langue c'est fait pour être parlée. Et donc on peut faire tout un travail de revitalisation de la parole, de l'oralité, d'autant plus dans des langues et dans des cultures où il y a un rapport à l'oralité, une tradition orale qu'il faut absolument pas minimiser. Une littérature orale, c'est aussi précieux qu'une littérature écrite. Et du coup, voilà, il y a urgence. Si c'est trop compliqué de toucher à l'écrit, ok, on va faire l'oral, mais on va faire quelque chose. Quant au texte religieux, alors... Bon, déjà dans la chrétienté, c'est quand même beaucoup moins compliqué que dans certaines autres religions, en l'occurrence monothéistes. Hein. Je pense à l'islam, où comme l'islam, enfin le Coran, c'est la parole de Dieu, on peut pas la transformer. C'est pas le cas de la Bible. La Bible, c'est pas la parole de Dieu. Hein. C'est les évangiles. Ça a été écrit par les apôtres, etc. Bon, d'autre part, il y a une différence selon qu'on est dans le monde protestant ou dans le monde catholique, parce que le monde catholique n'a pas du tout le même rapport au texte écrit que le monde protestant, et donc il faut faire attention à ça. Je sais qu'ici il y a les deux, et que le protestantisme a une place importante. Mais je pense qu'on peut là aussi éduquer progressivement les gens à l'idée que, mais avant c'était pas écrit dans cette langue-là, on l'a bien changé de langue pour le mettre dans la vôtre. Donc puisqu'on l'a changé, on peut continuer à le changer. Mais les gens ont perdu la perspective historique. Et cela dit, comme le disait en aparté Véronique en même temps, je sais pas, je connais pas, hein, donc je fais seulement une hypothèse. Il est probable que les jeunes générations n'aient pas le même rapport aux textes religieux sacrés que les anciens. Ah ben voilà, c'est clair. Donc peut-être ça ouvre des possibilités. Des fois, la question de l'écriture, là c'est les chargés d'émission à l'ALPAC qui le diront mieux que moi. Les besoins, en tout cas, identifiés, ils viennent du terrain. Et c'est les gens qui veulent apprendre à lire, à écrire dans leur langue. C'est pas... l'inverse ou quelque chose qui est imposé, donc ils sont prêts à accepter le système qui ne soit pas trop... Faut que le système soit accessible, rapidement et facilement accessible pour que les gens l'adoptent. Sinon, c'est repoussoir. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'il ne faut pas écrire le Jéhu comme on écrit le français. C'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus.